En 2025, selon le ministre des Armées, la Défense serait épargnée par la cure d'austérité généralisée prévue par le gouvernement Barnier, avec une hausse du budget qui atteindrait 3,3 milliards d'euros. Le ministre s'est ainsi félicité devant notre commission du respect de la trajectoire prévue par la loi de programmation 2024-2030 et a assuré du respect de la programmation physique de celle-ci. On peut déjà s'interroger sur le sens de cette notion de programmation physique dont il est le seul à comprendre les subtilités. Surtout, ce respect facial de la programmation se fait au prix de manœuvres de gestion qui sont en pleine contradiction avec l'esprit de la LPM. En effet, la gestion des surcoûts opérationnels souffre d'une insincérité chronique au détriment de la mission constitutionnelle de contrôle dévolue au Parlement. En premier lieu, la provision budgétaire dédiée aux opérations extérieures et intérieures sera vraisemblablement dépassée en 2024, comme les années précédentes. Et il en résultera un surcoût de plusieurs centaines de millions, pourtant prévisible. En second lieu, les opérations pour renforcer le flanc est de l'OTAN ont été financées les années précédentes par des fonds interministériels, alors que ces interventions à l'étranger n'ont pas été approuvées par le Parlement, conformément à l'article 35 de la Constitution. Le gouvernement continue de contourner l'autorisation parlementaire en appelant ces opérations des MISOPS, malgré leur fonctionnement similaire aux OPEX. Même le ministre a reconnu un sujet de lisibilité. Pourtant, les solutions qu'il a esquissées devant notre commission ne sont pas satisfaisantes. Je ne pense pas qu'un bidouillage juridique de plus puisse aller dans le sens d'une résolution de l'ambiguïté et encore moins dans celui d'un exercice effectif du contrôle du législateur. Le constituant, dans sa grande sagesse, avait souhaité que le Parlement soit informé des interventions des forces françaises à l'étranger et autorise leur prolongation au-delà de 4 mois. C'est le sens de l'article 35 de la Constitution. L'esprit et la lettre de l'article 35 sont parfaitement clairs. Si la situation est aujourd'hui illisible, c'est parce que le gouvernement s'exonère de cette obligation constitutionnelle et piétine le Parlement. À l'heure de la simplification, je propose une solution simple. Considérer l'ensemble des missions opérationnelles à l'étranger comme entrant dans le champ de l'article 35 de la Constitution. Dans le même esprit, le bénéfice du financement interministériel doit être réservé aux seules opérations qui ont fait l'objet d'une discussion et d'une autorisation parlementaire. J'analyse dans la première partie de mon rapport l'évolution des crédits consacrés aux services de soutien interarmés portés par le programme 178 et le programme 212. Ces crédits sont dans l'ensemble annoncés en hausse dans le PLF 2025. Dans la pratique, les bénéfices de cette hausse sont rognés par divers surcoûts opérationnels. Les services de soutien des armées, en souffrance budgétaire et humaine depuis plusieurs années, doivent pourtant engager des réformes structurantes et nécessaires. Le déploiement en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, sont à ce titre emblématiques. Le gouvernement s'est obstiné à dégeler le corps électoral en contradiction flagrante de l'accord de Nouméa et les engagements internationaux de la France, malgré l'absence de consensus des populations et acteurs locaux et les multiples avertissements de parlementaires, dont votre rapporteur. Il en résulte une grave crise sociale et politique qui a provoqué l'envoi de plusieurs centaines de militaires depuis l'Hexagone, toujours sans consultation ou discussion parlementaire. Le surcoût opérationnel lié à ces déploiements pour le ministère des Armées dépasse les 30 millions d'euros. Et le service de commissariat des armées, le service de santé des armées ont dû adapter leurs dispositifs déjà en tension et absorber des surcoûts sur un budget lacunaire. Mon avis budgétaire analyse également l'évolution des dépenses des ressources humaines des armées inscrites au programme 212. Nous constatons en 2024 une embellie en matière de recrutement et de fidélisation dans les armées, appelée à se poursuivre en 2025. Mais il est difficile de savoir dans quelle mesure celle-ci est attribuable aux effets des politiques de fidélisation dans les armées ou au relâchement conjoncturel du marché de l'emploi. Dans ce contexte, les efforts de revalorisation doivent être maintenus en 2025 et être à la hauteur des attentes des militaires. Cela concerne tout particulièrement la nouvelle politique de rémunération des militaires qui révèle aujourd'hui ses limites. D'abord, la fiscalisation de l'indemnité de garnison gommera en partie les bénéfices de la NPRM à partir de 2025. Cette fiscalisation suscite en effet une hausse de l'impôt sur le revenu et fera perdre à de nombreux militaires le bénéfice de certaines prestations sociales. Ensuite, le dimensionnement et le versement de l'enveloppe ISAO restent perfectibles. Ces difficultés doivent être traitées au plus tôt, bien avant la clause de revoyure prévue en 2026. J'insiste sur cet enjeu qui fait l'objet d'une forte attente des militaires, comme ont pu le révéler les auditions budgétaires de votre rapporteur, comme celles de notre commission. La NPRM a été présentée comme une réforme bénéfique pour les militaires. Et pourtant, nombreux d'entre eux ont le sentiment de s'être fait avoir, si vous me passez l'expression. En parallèle, la réforme des grilles indiciaires du ministère des Armées se poursuit. Elle avait été mise en œuvre en octobre 2023 pour les militaires du rang et les sous-officiers subalternes.
Elle devrait concerner les sous-officiers supérieurs en décembre 2024 et les officiers à la fin de 2025. J'ai sur ce sujet 3 observations. Premièrement, j'ai constaté que la mise en œuvre des grilles des sous-officiers supérieurs a été retardée de 2 mois par rapport à ce qui avait été annoncé. Je proposerai un amendement pour compenser cette perte non justifiée pour les militaires concernés. Deuxièmement, je déplore qu'il ne soit pas prévu à ce stade d'intégrer les aspirants à la réforme des grilles des officiers. Cela me paraît injustifiable. Les aspirants, bien qu'en formation, contribuent déjà aux missions des forces. Plus largement, je réitère mes remarques quant à la faible cohérence d'ensemble de la réforme et l'insuffisance des efforts sur les militaires du rang. Le ministère provisionne 75 millions d'euros par an pour la réforme des grilles d'officiers, 46 millions d'euros pour les sous-officiers supérieurs, alors que la revalorisation spécifique des militaires du rang et sous-officiers subalternes affichait 8,3 millions d'euros en année pleine. La progression du SMIC fait craindre un rattrapage du bas des grilles indiciaires dès 2025, alors qu'elles avaient été revues en 2023. Ainsi, il n'aura fallu que 2 ans pour que le phénomène de tassement de début de carrière réapparaisse, et ce n'est pas faute d'alerte de votre rapporteur. J'ai choisi cette année de consacrer la partie thématique de mon rapport au statut des militaires français à l'étranger. Cette question constitue un véritable impensé des politiques récentes d'amélioration de la condition militaire. L'accompagnement et les conditions matérielles et financières des militaires français affectés à l'étranger sont très variables, créant des inégalités de traitement injustifiées. Entre militaires et civils d'abord, mais aussi entre militaires, parce que le ministère met en œuvre 2 tableaux de rémunération distincts selon les emplois concernés. Ainsi, les écarts entre 2 militaires de même pays d'affectation et de même grade atteignent plusieurs centaines, voire milliers d'euros par mois. Cette distinction doit être supprimée. Surtout, confrontés à des problématiques croissantes de logement, de hausse du coût de la vie et de scolarisation des familles, les militaires français sont de plus en plus nombreux à hésiter ou renoncer à des postes à l'étranger, voire partir sans leur famille pour plusieurs années, en particulier dans les destinations anglo-saxonnes et scandinaves. Cette baisse d'attractivité constitue un risque pour l'adéquation entre les besoins du ministère et les profils des candidats. Pour ceux qui partent, les auditions que j'ai menées révèlent un sentiment de déclassement et une paupérisation des personnels dommageable pour la condition militaire, l'image de la France et la préservation de ses intérêts. Un militaire précaire, isolé et dans un environnement étranger, c'est un militaire vulnérable. Il apparaît donc impératif de mettre fin aux différences de traitement injustifiées et de renforcer l'accompagnement des militaires envoyés par la France à l'étranger, à commencer par le logement et les compensations indemnitaires. En conclusion, j'aimerais revenir sur le contexte de préparation de cet avis budgétaire. Cette année, encore plus que les autres, j'ai à déplorer le dialogue difficile avec le ministère des Armées sur sa gestion. Je note par exemple que le montant de la contribution OTAN que le ministre s'était engagé à communiquer de manière plus lisible ne m'est toujours pas parvenu à ce jour. Impossible également d'obtenir des informations fiables relatives aux coûts en exécution et en prévision des différents engagements opérationnels des armées. Plus largement, il est inacceptable que les réponses aux questionnaires budgétaires envoyés à l'été continuent de manquer à la fin du mois d'octobre. Pour rappel, l'article 49 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit un retour des réponses aux questionnaires au plus tard le 10 octobre. Qu'elles soient imputables à l'incompétence gouvernementale ou au mépris du contrôle parlementaire, cette attitude est inadmissible. En résumé, la présentation du budget des armées est au diapason du PLF 2025, un gouvernement qui foule les droits du Parlement pour présenter un budget insincère et austéritaire. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission Défense et je vous remercie de votre écoute et me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.